Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Près d'une semaine après sa mort dans le crash de son jet privé, Evgueni Prigojine a été enterré à Saint-Pétersbourg, sa ville natale, le mardi 29 août. Ancien délinquant, Evgueni Prigojine a fait fortune dans la restauration avec l'aide de Vladimir Poutine avant de créer une armée privée, la milice Wagner, engagée en Ukraine et dans plusieurs pays en Afrique. L'homme était devenu puissant au point d'oser défier Vladimir Poutine avec une tentative de putsch avortée le 24 juin. Cet épisode de Code Source est raconté par le correspondant du Parisien et de Ouest France en Russie, Paul Gogo, qui nous répond de Moscou. Le samedi 24 juin, la milice Wagner d'Evgueni Prigojine s'empare d'une ville de Russie, Rostov-sur-le-Don, dans le sud-ouest du pays, à 3 heures de route environ de la frontière ukrainienne. Oui, c'est la surprise générale. Rostov-sur-le-Don, c'est en quelque sorte la capitale de la guerre. C'est de Rostov que sont gérées vraiment toutes les opérations militaires qui concernent le Donbass et le sud de l'Ukraine. C'est aussi accessoirement à Rostov qu'est née la milice Wagner en 2014 parce que c'est dans cette ville qu'on a créé des centres pour recruter les premiers volontaires qui voulaient rejoindre cette milice. Et donc ce matin-là, Evgueni Prigojine arrive à Rostov avec des hommes et il occupe l'antenne locale de l'armée russe. Les soldats ne se révoltent pas, ils le laissent entrer. Evgueni Prigojine se filme avec un responsable de l'armée dans cette antenne de l'armée russe à Rostov. Nous sommes au QG de Rostov-sur-le-Don, il est 7h30 du matin. Les sites militaires de Rostov sont sous contrôle, y compris l'aérodrome. Prigojine semble être en train de prendre le pouvoir à Rostov, une ville de plus d'1 million d'habitants. L'ennemi va-t-il changer de camp pour la Russie en pleine guerre contre l'Ukraine? Moscou est peut-être en train de perdre un allié précieux. Evgueni Prigojine semble être toujours à Rostov-sur-le-Don à l'heure qu'il est. Il s'est rendu maître de la ville et menace de monter sur Moscou à la tête de ses hommes. Le même jour, une colonne de véhicules blindés de Wagner roule en direction de la capitale, Moscou. Paul Gogo, à ce moment-là, c'est un peu la stupeur en Russie? Les Russes ne comprennent pas particulièrement ce qui est en train de se passer. Ils voient minute par minute l'avancée de ces soldats sur les réseaux sociaux. On explique que les soldats ont atteint telle ou telle ville, qu'ils avancent, que personne ne tente d'empêcher leur avancée. Et donc tout le monde observe ça comme un orage qui approcherait de Moscou avec beaucoup de curiosité. Et beaucoup de Russes se disent peut-être que quelque chose va changer politiquement aujourd'hui. Et on apprend que ce convoi militaire doit atteindre Moscou en fin d'après-midi. Alors on va revenir à la fin de ce podcast sur cet événement et sur ce qu'il s'est passé ensuite. Mais d'abord, Paul Gogo, vous allez nous raconter comment Evgueni Prigojine en est arrivé là. Il est né en 1961 à Saint-Pétersbourg, qui s'appelle à ce moment-là Leningrad. Orphelin de père, sa mère est infirmière. Adolescent, il rêve de devenir skieur de fond professionnel. Il n'y arrive pas et quand il est jeune adulte, il bascule dans la petite délinquance. Oui, effectivement, c'est début des années 80. La délinquance augmente de plus en plus dans toutes les villes de Russie, mais particulièrement à Saint-Pétersbourg, qui s'appelle donc encore Leningrad. Et Evgueni Prigojine suit un destin assez courant en Russie à cette époque-là, avec des mafias qui naissent en ville, une délinquance qui se multiplie, une population qui devient de plus en plus pauvre. Et Evgueni Prigojine multiplie les petits larcins, les vols, les cambriolages. Il s'introduit chez des personnes âgées pour leur voler leurs bijoux. Mais un jour, il se fait attraper et alors là, il part directement en prison. Il fait 9 ans en détention et après sa sortie de prison, Evgueni Prigojine se lance dans la restauration, au départ en vendant des hot dogs dans la rue. Il parvient à développer son activité au point d'ouvrir au milieu des années 90 plusieurs restaurants à Saint-Pétersbourg, notamment un restaurant branché, la Vieille Douane, fréquenté par l'élite locale. À ce moment-là, par un adjoint au maire de Saint-Pétersbourg, un certain Vladimir Poutine. Oui, effectivement, Vladimir Poutine vient d'entrer en politique. Le maire de Saint-Pétersbourg lui a donné un poste assez important à la mairie.
Ces deux hommes se sont rencontrés à cette période-là à Saint-Pétersbourg et Evgeny Prigojine commence à monter. On sait aussi qu'Evgeny Prigojine avait pris la direction d'un casino de Saint-Pétersbourg à l'époque. Or, Vladimir Poutine, à la mairie, était chargé de donner les autorisations pour ouvrir les casinos. C'est à ce moment-là que la relation entre Vladimir Poutine et Evgeny Prigojine s'est scellée. Vladimir Poutine est élu président de Russie en mars 2000. Une fois arrivé au Kremlin, il confie des marchés importants à Evgeny Prigojine. Des marchés importants et même stratégiques. Il y a d'abord ce marché public qui lui a donné la possibilité de nourrir les écoles de Moscou et de Saint-Pétersbourg. Puis il a été chargé de nourrir l'armée russe, de fournir l'armée russe en rations alimentaires. Enfin, Evgeny Prigojine a atteint un peu presque le marché ultime, ou en tout cas le plus symbolique, le marché qui consistait donc à gérer les cuisines du Kremlin. Evgeny Prigojine organise plusieurs dîners de gala pour Vladimir Poutine, en présence par exemple de l'ancien président américain George Bush ou encore de Jacques Chirac. Surnommé à partir de là le chef de Poutine, il amène souvent les plats lui-même à la table du banquet. Ses affaires prospèrent dans les années 2000, Evgeny Prigojine se diversifie dans l'immobilier et dans les médias. On fait un saut dans le temps de 10 ans. En 2014, le pouvoir russe envahit la péninsule de Crimée en Ukraine et au départ, elle le fait sans utiliser officiellement son armée. Effectivement, des hommes, des militaires apparaissent en Crimée. Certains sont des hommes de l'armée russe à qui on a enlevé toute identification, on a enlevé leurs écussons. Et puis il y a cette milice qui fait son apparition. Rapidement, on comprend qu'ils n'appartiennent pas à l'armée russe, que c'est quelque chose d'autre. C'est cette milice Wagner. Evgeny Prigojine est déjà à la tête de cette milice, mais on ne le sait pas encore et ce personnage est encore inconnu du grand public. Pendant l'été 2014, Evgeny Prigojine est reçu à Moscou au ministère de la Défense. Il demande des moyens pour sa milice, la milice Wagner. Il faut imaginer cette situation, vous avez Evgeny Prigojine entouré de militaires, c'est le seul civil, et lui se retrouve devant ses responsables de l'armée russe, une grande armée tout de même, à réclamer, à exiger un terrain militaire. Et pour appuyer sa demande, il cite un certain Papa, quelqu'un qu'il surnomme Papa, il s'agit en fait de Vladimir Poutine. On comprend alors que Evgeny Prigojine agit, travaille avec l'aval du président russe. Dans les années qui suivent, la milice Wagner s'implante dans une dizaine de pays africains, notamment en Centrafrique. Oui, effectivement, la Centrafrique, c'est un peu la porte d'entrée de Wagner en Afrique. C'est là qu'Evgeny Prigojine a testé le fonctionnement de sa milice. Alors, comment ça s'est passé ? Il a recruté des experts militaires, des anciens de l'armée russe, qu'il envoie sur place, qu'il envoie au cœur des gouvernements, assurer la sécurité des chefs d'État et la formation aussi des soldats des pays qui ont fait la demande de cette aide russe. Et en échange, ces gouvernements laissent Wagner, Evgeny Prigojine, prendre le contrôle de mines, de carrières, de toutes les exploitations qui font la richesse de ces pays. Evgeny Prigojine comprend donc qu'il y a beaucoup d'argent à se faire en Afrique. En parallèle, depuis le milieu des années 2010, Evgeny Prigojine mène des activités de propagande sur Internet grâce à l'une de ses entreprises basée à Saint-Pétersbourg et baptisée Internet Research Agency. Cette usine à trolls, comme on l'a surnommée, ce sont des bureaux dans le centre de Saint-Pétersbourg dans lesquels des dizaines, voire des centaines d'employés, des étudiants, des gens qui ont trouvé ce travail par hasard, viennent quotidiennement écrire des commentaires sous des publications notamment étrangères, avec en première ligne les États-Unis. Evgeny Prigojine a un rêve, il rêve de pouvoir influencer les élections américaines de 2016, qui ont vu ensuite l'élection de Donald Trump, et il s'en est vanté. Lui, il s'en est vanté, il pense qu'il a joué un rôle dans cette élection. En réalité, ce rôle, il faut le minimiser. On parle juste de quelques milliers de commentaires qui ont été publiés depuis Saint-Pétersbourg. Tous les experts s'accordent pour dire qu'il n'y a pas eu une réelle influence sur cette élection. À ce moment-là, Evgeny Prigojine nie être le patron de la milice Wagner et Vladimir Poutine dément tout lien avec lui. Effectivement, c'est toute l'essence de la milice Wagner, c'est sa raison d'être, c'est qu'elle ne doit pas exister, elle ne doit pas être liée au Kremlin. L'objectif, c'est d'avoir une milice qui puisse réaliser ce que l'armée russe ne peut pas faire officiellement. Et donc, à chaque fois qu'il est interrogé sur le sujet, Vladimir Poutine nie avoir le moindre lien avec cette milice. La guerre est déclarée en Ukraine. La Russie a lancé son attaque ce matin. Plusieurs villes du pays sont bombardées. En 2022, le jeudi 24 février, Vladimir Poutine lance une tentative d'invasion de l'Ukraine. La milice Wagner est engagée sur le terrain et à partir de là, Paul Gogo, Evgeny Prigojine se montre de plus en plus souvent sur les réseaux sociaux. Il poste des photos ou encore des messages vidéo. Un jour, au mois de septembre, il est dans une prison à Yoshkar-Ola, à 800 km à l'est de Moscou, à la rencontre de prisonniers qu'il veut
recrutés dans sa milice. Il se montre dans une prison russe, et il explique clairement, devant ses prisonniers réunis dans la cour de cet établissement, qu'il vient les recruter pour les envoyer dans le Donbass. Alors ça fait scandale, même en Russie, parce que c'est pas anodin d'envoyer des prisonniers sur le front de cette façon-là, et surtout de les libérer à l'issue de leur service. Mais Evgeny Prigojine assume, et il dit aux Russes, il vaut mieux envoyer ces hommes-là sur le front qu'envoyer vos propres fils. Le mois suivant, en octobre, il ouvre un quartier général de Wagner dans un immeuble de verre à Saint-Pétersbourg avec le logo de Wagner sur la façade. Sa milice de l'ombre a donc désormais pignon sur rue. Paul Gogo, en quelques mois, Evgeny Prigojine est devenu l'un des Russes les plus connus au monde. Il devient soudainement très connu en Russie, et puis surtout avec son franc-parler et son rôle dans le Donbass, il devient connu dans le monde entier parce que ses propos portent presque plus que ceux de Vladimir Poutine, ou en tout cas portent certainement plus que ceux du ministre de la Défense. La guerre s'enlise, Evgeny Prigojine critique ouvertement sur ses réseaux le haut commandement militaire russe. Oui, et c'est là que la situation commence à se compliquer pour Evgeny Prigojine. On comprend rapidement qu'Evgeny Prigojine a pris beaucoup d'influence dans le système Poutine, et peut-être un petit peu trop. Et donc, pour calmer un peu cette montée d'influence d'Evgeny Prigojine, eh bien, le ministère limite son envoi d'armement et de munitions à Evgeny Prigojine, qui lui ne comprend pas ce qu'on est en train de faire. Lui, il veut se faire passer pour un patriote, le plus grand patriote du pays. Visiblement, il commence à déranger. Le mercredi 22 février, Evgeny Prigojine publie une vidéo de lui devant des dizaines de corps de combattants russes. Le chef de Wagner monte en pression. Il a de moins en moins de munitions. Il comprend que le ministère de la Défense, et donc certainement le Kremlin derrière, commence à s'agacer de sa montée en influence, de l'importance qu'il commence à s'attribuer dans le système. Et dans cette vidéo, qu'il veut choquante, il se montre devant des cadavres. Il accuse frontalement l'armée russe de ne pas lui fournir assez d'armes, d'être la raison de tous ces morts qu'on voit sur ces images-là. C'est une façon vraiment de dénoncer, de pointer du doigt le ministre de la Défense russe, l'armée russe. Il y a donc un conflit désormais ouvert entre cet homme et l'armée russe. À la même période, Evgeny Prigojine est victime d'un piratage informatique. De nombreuses données lui appartenant sont divulguées sur Internet, notamment son agenda qui mentionne ses contacts avec Vladimir Poutine. On en apprend un petit peu plus sur le lien qu'il peut avoir avec le Kremlin, avec les autorités russes. Je rappelle qu'à ce moment-là, le Kremlin nie très régulièrement avoir le moindre lien avec Evgeny Prigojine et sa milice. Or, on apprend dans ces informations qui apparaissent en ligne qu'il y a au moins 62 appels qui ont donné lieu à des rencontres avec Dmitri Peskov, le porte-parole de Vladimir Poutine, et il y a eu au moins 6 rendez-vous qui ont été organisés avec le chef du Kremlin en personne. Il aurait donc rencontré ces dernières années Vladimir Poutine à 6 reprises. Evgeny Prigojine fustige très régulièrement le haut commandement russe, et dans une vidéo au mois d'avril, il semble viser carrément le président Vladimir Poutine. Il dénonce une énième fois le manque de munitions, les bâtons dans les roues que l'armée russe est en train de lui mettre. Et donc, il explique dans cette vidéo que l'État laisse mourir nos camarades. Убивают наших солдат, а счастливый дедушка думает, что ему хорошо. Et le grand-père heureux pense que c'est bon pour lui. Mais comment gagner la guerre si ce grand-père est un parfait abruti? Как выиграть войну, если вдруг случайно, я просто предполагаю, окажется, что этот дедушка законченный мудак. Alors le grand-père, on peut se dire que ça peut concerner Sergueï Shoigu, le ministre de la Défense, mais c'est aussi le surnom de Vladimir Poutine à l'époque, le grand-père dans son bunker. C'est comme ça que les gens qui le critiquent, qui s'opposent à Vladimir Poutine en Russie, le surnomment. Et donc, on comprend qu'il y a potentiellement une allusion à Vladimir Poutine. Or, en Russie, on n'attaque jamais Vladimir Poutine frontalement. Paul Gogo, on en revient au début de cet épisode de Code Source. Le samedi 24 juin, la milice Wagner s'empare de la ville russe de Rostov-sur-le-Don. Evgeny Prigojine est sur place dans le quartier général de l'armée russe de la ville, maintenant contrôlée par ses hommes. Une colonne de blindés de Wagner fait route vers Moscou. Mais au bout de quelques heures, en fin de journée, Evgeny Prigojine abandonne cette idée. Il annonce sur l'application Telegram avoir négocié une immunité pour ses hommes et un exil pour lui en Biélorussie.
Le jeudi 29 juin, Vladimir Poutine reçoit au Kremlin Evgeny Prigojine dans son bureau avec quelques autres cadres de la milice Wagner. De cette rencontre, Paul Gogo, on ne sait que ce que Vladimir Poutine a dit quelques jours plus tard à un journal russe. Vladimir Poutine a visiblement monté une sorte de mise en scène pour l'accueillir. Il faut imaginer Vladimir Poutine d'un côté de la table, d'un autre vous avez d'autres commandants, d'autres responsables de Wagner, et puis de l'autre côté de la table vous avez Evgeny Prigojine. Et donc Vladimir Poutine demande clairement aux commandants qui sont présents à cette table, est-ce que si on change votre chef, si on vous change de chef, est-ce que vous seriez d'accord pour continuer à travailler dans cette milice? Est-ce que vous pensez que la milice pourrait, sous-entendu, vivre sans Evgeny Prigojine? D'après Vladimir Poutine, tout le monde aurait répondu oui, sauf Evgeny Prigojine qui aurait répondu grincheux en grognant « Impossible que la milice survive sans moi ». Ça a donc été une façon pour Vladimir Poutine de montrer qu'Evgeny Prigojine n'est peut-être plus tant soutenu par ses propres soutiens, ses propres commandants et qu'on est peut-être aujourd'hui divisé au sein de Wagner. Paul Gogo, le 6 juillet, des images de la perquisition de la villa de Prigojine à Saint-Pétersbourg sont diffusées dans les médias russes, puis à travers le monde. Qu'est-ce qu'on peut voir sur ces vidéos? On voit les policiers russes à l'œuvre, ils entrent dans cette villa. Ces images qui fuitent ne fuitent pas par hasard, elles fuitent parce que les autorités ont décidé de les diffuser. L'objectif, c'est de montrer qu'Evgeny Prigojine n'est pas juste un populiste capable de se rendre sur le terrain et de prendre des risques avec ses hommes. Evgeny Prigojine, c'est aussi quelqu'un qui est là pour s'enrichir. Et donc on montre du marbre, on montre un hélicoptère dans le jardin, il y a des voitures, dans un de ces bureaux on retrouvera des liasses de billets, des lingots d'or, de la drogue. L'objectif est clair, l'objectif est d'entacher l'image, d'humilier Evgeny Prigojine. Il y a aussi des photos d'Evgeny Prigojine saisies chez lui où il est déguisé, affublé de perruques ou de fausses barbes. Ces photos se retrouvent instantanément sur Internet, ça devient évidemment une blague pour de nombreux internautes. Pourquoi? Parce que on voit Evgeny Prigojine faire usage régulièrement de perruques, de barbes, de moustaches. L'objectif d'Evgeny Prigojine, visiblement, au quotidien, est de passer inaperçu. Je rappelle qu'Evgeny Prigojine est chauve, et tout le monde l'imagine alors se promener avec son hélicoptère à travers Saint-Pétersbourg avec ses perruques blondes pour rester le plus discret possible dans ses affaires. Dans les semaines qui suivent, en juillet, sur les réseaux d'Evgeny Prigojine, c'est silence radio. Evgeny Prigojine, qui avant son putsch s'exprimait quasi quotidiennement sur ses nombreux réseaux sociaux, disparaît du jour au lendemain, quasiment totalement. Il y a quelques sons qui seront diffusés, des sons très courts, de très mauvaise qualité. Une vidéo dans le noir, dans la pénombre de la Biélorussie qui sera diffusée, mais c'est à peu près tout. On se demande alors si Evgeny Prigojine est encore libre de s'exprimer, peut-être même que le Kremlin a totalement pris contrôle sur sa vie et contrôle tout ce qu'il diffuse. Le mardi 25 juillet, un média russe, The Insider, publie sur son site un article présentant Evgeny Prigojine comme un homme avide de relations sexuelles avec de très jeunes femmes, des prostituées parfois mineures. L'article va jusqu'à préciser que l'homme d'affaires avait un micro-pénis. Vu de Paris, ça ressemble à un article destiné à humilier Prigojine. Paul Gogo, quelle est la réputation de ce média, The Insider ? Alors, c'est un média plutôt fiable, il est géré par des journalistes russes d'investigation qui vivent en exil. Pour autant, on ne peut jamais écarter l'hypothèse d'une femme qui aurait voulu s'attaquer à l'image d'Evgeny Prigojine. Le 27 juillet, Evgeny Prigojine apparaît sur une photo qui semble prise pendant un sommet à Saint-Pétersbourg, sommet entre la Russie et plusieurs pays africains. Cette photo apparaît en ligne. Il est en fait non pas au Forum Russie-Afrique avec Vladimir Poutine, mais à quelques kilomètres de là, dans son bureau. Lui, il veut faire croire qu'il a encore cette influence, qu'il est de la partie, en quelque sorte, qu'il participe à ce forum. Mais la réalité, c'est que Vladimir Poutine est déjà en train de l'écarter des affaires africaines. Et Evgeny Prigojine, il ne lui reste plus que cette photo pour faire illusion et faire croire qu'il a encore du pouvoir sur les décisions du Kremlin en Afrique. Puis plus rien pendant près d'un mois, et le lundi 21 août, Evgeny Prigojine poste une vidéo de lui en Afrique. Il est en treillis clair, avec un fusil mitrailleur dans les bras. La vidéo est filmée dans un lieu inconnu, dans un pays africain, c'est comme ça que c'est présenté. Et Evgeny Prigojine apparaît de particulièrement bonne humeur, comme si on lui avait dit « Voilà, tu peux y aller, l'Afrique, tu vas continuer à travailler dans ce pays, tu vas continuer à gérer Wagner. » Et donc lui, il explique clairement avec ses mots
Voilà, on est là, on est sur le terrain, il fait chaud, on aime la chaleur, on est prêt à reprendre le travail. Et il explique même que le recrutement va reprendre, le recrutement des Wagner. Ici, nous recrutons de vrais hommes forts et nous continuons les missions qui nous ont été confiées et que nous avons promis de remplir. Et donc, en voyant cette vidéo, on se dit, eh bien, Evgeny Prigojine a été puni, mais par contre, peut-être que le Kremlin a décidé qu'Evgeny Prigojine était essentiel pour ses affaires africaines. Et donc, dans cette vidéo, Evgeny Prigojine semble aux commandes, prêt à reprendre son activité et plus motivé que jamais. Paul Gogo, le mercredi 23 août, Evgeny Prigojine utilise son avion privé pour se rendre à Moscou, puis à Saint-Pétersbourg. Oui, son avion arrive à Moscou, il revient d'Afrique, et puis il redécolle pour se rendre à son bureau de Saint-Pétersbourg. Et là, c'est très troublant, parce que les médias russes couvrent cette histoire en temps réel. C'est-à-dire qu'au bout d'une grosse demi-heure, il faut à peu près 1 heure d'avion pour relier les deux villes, son avion disparaît des radars, et les médias russes en font état instantanément. Et les vidéos apparaissent tout aussi rapidement sur les réseaux sociaux. Et aussi, et surtout peut-être, la liste des passagers de cet avion, qui apparaît très rapidement sur les réseaux sociaux. Et alors là, le Kremlin, via ses médias d'État, se lance dans une argumentation très étonnante. Le Kremlin veut absolument que l'on sache qu'Evgeny Prigojine est dans cet avion et qu'il est décédé dans le crash de son avion. Les toutes premières images du crash de cet avion dans lequel se serait trouvé Evgeny Prigojine. On voit les premières images de ce crash. Dans l'avion, avec Evgeny Prigojine, il y a 6 autres cadres de Wagner, dont Dimitri Oudkine, le numéro 2 de la milice. C'est lui qui était surnommé Wagner au départ. Paul Gogo, à ce moment-là, où se trouve Vladimir Poutine ? Vladimir Poutine, il effectue au moment du crash un déplacement surprise. Il est à 1h30 environ de Moscou, dans la ville de Koursk, où il a créé une cérémonie pour rendre hommage aux 80 ans d'une bataille militaire qui a eu lieu dans la région. Et il apparaît devant un orchestre. Et les médias d'État signent leurs photos de presse par Vladimir Poutine devant un orchestre. Or, orchestre, c'est le surnom de la milice Wagner en Russie. Le lendemain, le jeudi 24, Vladimir Poutine adresse ses condoléances aux 10 morts de ce crash pendant une réunion retransmise à la télé. Au sujet d'Evgeny Prigojine, il dit « C'était un homme au destin compliqué qui a commis de graves erreurs dans sa vie, mais qui obtenait les résultats qu'il fallait. » Vladimir Poutine, cette fois-ci, qui semble désolé par ce décès, parle aux Russes, au grand public, celui qui n'a rien compris de ce qui venait de se passer. Veut expliquer aux Russes qu'il y est pour rien, que même si des rumeurs arrivent jusqu'à eux, voilà, ce n'est pas son œuvre, cet assassinat. Et puis, il parle à ceux qui soutiennent Evgeny Prigojine. Il leur rappelle qu'il a fait des erreurs, alors que oui, il a été patriote, qu'il a beaucoup fait pour l'armée russe dans le Donbass, et il le dit aussi. Mais par contre, il rappelle qu'il y a eu des erreurs, et c'est un sous-entendu au statut de traître dont Evgeny Prigojine avait été affublé dès le jour de sa montée sur Moscou. Les traîtres en Russie ne peuvent pas rester vivants, et ça, tout le monde doit l'entendre. Paul Gogo, avec le recul, comment est-ce que vous analysez ce qu'il s'est passé pendant l'été, l'attitude à la fois d'Evgeny Prigojine et de Vladimir Poutine ? Pendant 2 mois, Evgeny Prigojine a été maintenu dans un statut étrange où il existait, il était puni en même temps. Et donc, on peut imaginer que Vladimir Poutine, pendant 2 mois, a voulu maintenir artificiellement la confiance qu'Evgeny Prigojine pouvait avoir en lui. Evgeny Prigojine a dû croire qu'il était indispensable en Afrique, et c'est peut-être une erreur qui a été fatale pour lui. Merci à Paul Gogo. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueyo, Thibault Lambert et Emma Jacob. Réalisation, Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine, du lundi au vendredi. Pour nous retrouver facilement, abonnez-vous sur une application audio comme Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou encore Amazon Music. Et puis vous pouvez nous écrire pour nous faire des retours, codesource@leparisien.fr.